Bonjour et bienvenue Sandrine Rousseau. Bonjour. On va commencer par ça, c'est anecdotique, mais vous dites NUP ou NUPES? Moi, je dis NUPS, parce que c'est un petit côté cacahuète grillée qui donne envie. Là. Bon, ça c'est noté. Plus sérieusement, la Première ministre Elisabeth Borne juge très choquantes les propos de Jean-Luc Mélenchon qui affirme que la police tue en France. Et vous, Sandrine Rousseau? De fait, elle a tué. La police, l'institution. De fait, des policiers ont tué hier une femme de 21 ans et de fait, c'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a Cédric Chouviat, il y en a d'autres. Et l'enjeu, c'est qu'elle ne tue plus. Et pour ça, il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers, c'est-à-dire qu'ils ne puissent tirer que en cas de légitime défense, qui a été modifié en 2017. C'est Fabien Jobard qui a fait l'exégèse de ces textes. Et là, aujourd'hui, on a une doctrine de maintien de l'ordre qui ne va pas du tout. On l'a vu avec la gare de l'Est, les incidents de la gare de l'Est. On l'a vu au Stade de France. On déploie une force qui est excessive. On va revenir sur cette affaire. Vous dites que la police a tué. Il y a eu une garde à vue, 48 heures pour les 3 policiers qui ont été relâchés, qui n'ont pas été mis en examen pour l'instant. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Est-ce que ce fonctionnement-là de la justice vous convient ou pas ? Non, je pense qu'il faut une justice qui soit beaucoup plus indépendante de la police. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a un problème qui est que l'IGPN est à l'intérieur de la police et qu'il nous faut sortir cette IGPN pour faire en sorte qu'il y ait des enquêtes qui soient totalement indépendantes et dont les résultats pour vous, l'enquête ne là sont n'est pas indépendante. Contestables. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des tirs de policiers, les enquêtes sont longues, elles sont souvent contestées et contestables. Et donc, oui, on a un problème en France avec les nouvelles doctrines de maintien de l'ordre. Oui. Est-ce que vous avez confiance dans la justice de notre pays ? Oui. Oui. Parce que du coup, là, on a l'impression qu'il y a une forme de présomption de culpabilité pour les policiers et une forme de présomption d'innocence pour... Non, mais parce que celui qui est mis en examen, pour l'instant, c'est le chauffeur de la voiture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupable non plus. Mais pour un refus d'obtempérer. Les policiers ont un devoir d'exemplarité qui est encore supérieur à presque n'importe quel autre citoyen. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, comme ils ont la responsabilité légitime de la force et qu'ils représentent l'État et qu'ils représentent cette force légitime, ils se doivent d'être absolument exemplaires. Et on ne peut pas aller vers une espèce de flou dans les conditions dans lesquelles ils peuvent dégainer leur arme et tirer. Parce qu'à partir de ce moment-là, on tend la situation avec la population. Et si on tend les rapports, eh bien, les policiers sont eux-mêmes aussi en danger, en fait, et plus en danger. Donc là, il faut réapaiser les relations entre la population et la police, ce qui n'a pas été le cas depuis 5 ans. C'est-à-dire que depuis les Gilets jaunes, il y a une tension vraiment très importante qui a augmenté entre la population et les policiers, et c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Quelle est votre définition de la présomption d'innocence, Sandrine Rousseau ? La présomption d'innocence, c'est jusqu'à preuve du contraire, les personnes sont innocentes. Je vous pose la question parce que vous avez eu des mots dans une autre affaire très dure contre Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol, mais contre lequel la justice, pour l'instant, en tout cas, n'a rien trouvé à dire. Je ne connais pas plus que vous le fond de l'affaire, mais est-ce que vous n'appliquez pas là une forme de présomption de culpabilité pour le coup ? Sur Damien Abad, il y a surtout le fait qu'il représente le peuple, que c'est un représentant du peuple, il est ministre, et donc il y a un symbole. Et quand on maintient une personne dans le gouvernement qui a été accusée par 2 femmes de potentiel viol, enfin en tous les cas les faits qu'elle décrivent relèvent du viol, eh bien on donne un symbole qui est que la parole d'un homme vaut plus que la parole de 2 femmes. Or, vous appuyez sur un point important, c'est fondamental, et il faut se réjouir que les victimes parlent, les victimes puissent être entendues comme elles ne l'ont pas été sans doute dans les années précédentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de tomber dans l'excès inverse ? Je vous signale que Georges Tron, alors qu'il y avait 2 femmes qui l'accusaient de viol, a été immédiatement démis de ses fonctions. Immédiatement. Et ça, c'était il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, pourquoi on a plus de précautions alors qu'il y a eu MeToo qui est passé et qu'on a eu un mouvement de libération de la parole qui aurait dû se traduire par un mouvement de libération de l'écoute et de respect de la parole des femmes, et on voit que le gouvernement ne donne aucun signal que cette parole est importante. Or, aujourd'hui, il faut dire aux femmes que leur parole est importante, qu'elle compte, que les mots, leurs mots, compte, et que tant qu'on ne sait pas, eh bien, il y a
des mesures conservatoires, un principe de précaution qui doit s'appliquer. Le gouvernement, s'il obtient une majorité aux législatives dans 15 jours, veut faire voter une loi sur le pouvoir d'achat. Il annonce déjà une revalorisation de 4% des retraites pour le mois de juillet. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mesure électoraliste? Comment vous recevez cette info donnée par Elisabeth Borne? Là, on sent une panique dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils proposent plein de choses comme ça, rapidement, à la va-vite, pour essayer de maintenir leur majorité au Parlement. C'est bon signe pour nous. Ça veut dire que cette panique révèle le fait qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité et que nous pouvons la gagner. Et je dis aux Français et Françaises que là, il y a quand même un enjeu, c'est d'imposer la cohabitation. Et ça serait la première fois dans cette Ve République que dès l'élection du président de la République, il y ait tout de suite une forme de vote de défiance qui lui impose une cohabitation. Ce serait très important parce que dans ces cas-là, la retraite n'augmenterait pas de 4%, elle serait garantie à 60 ans, elle serait augmentée pour le minimum retraite jusqu'à 1 500 €. Et donc, il nous faut vraiment progresser dans les droits sociaux et dans les droits à la retraite. Donc là, c'est pas juste 4%, c'est pas juste un chèque alimentation temporaire. Le chèque, c'est une bonne idée ou pas? Le chèque de 100, enfin, le virement qui aura sans doute à la rentrée de 100-150 € environ. C'est une mesure ponctuelle face à une situation qui est structurelle, qui est qui gangrène aujourd'hui la société. Les salaires ne sont pas suffisamment hauts aujourd'hui, les plus bas salaires ne sont pas suffisamment hauts pour que les personnes puissent manger. Et on ne peut pas se contenter de ça. Et ça n'est pas un chèque qui va résoudre le problème, c'est une politique structurelle d'augmentation des salaires. Si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui devient Premier ministre en cas de victoire de votre camp, ça pourrait être vous? Parce que, évidemment, Emmanuel Macron ne veut pas nommer Jean-Luc Mélenchon. Dans l'accord de la NUPES, il est noté que ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et si ce n'est pas lui, alors? Vous iriez? Ce sera Jean-Luc Mélenchon. Non? Bon. Évidemment, on parlait des prix de l'alimentation, ils sont tous impactés par la guerre en Russie. Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est la réelle politique qui doit primer? Mais pour l'instant, on a eu des paroles, mais c'est la technique d'Emmanuel Macron de manière un peu constante. C'est-à-dire qu'il a des paroles qui peuvent être des paroles fortes, qui ne sont pas traduites dans les actes. On l'a vu avec l'embargo sur le gaz russe, qui aurait été un moyen très important de monter le rapport de force avec la Russie, et qui finalement n'a pas été utilisé, et sera peut-être utilisé dans les mois qui viennent, etc. Et donc là, aujourd'hui, il nous faut mettre des mesures sur la table en disant qu'on ne peut pas attaquer l'Europe comme le fait la Russie, on ne peut pas attaquer l'Europe et que si on le fait, alors il faudra en payer les conséquences. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les conséquences économiques sur la Russie sont trop faibles par rapport à l'enjeu qui est derrière. Vous trouvez que la France ne soutient pas assez l'Ukraine? Oui, je trouve, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez de plus? Je pense que le gaz est un sujet vraiment au cœur du conflit. Mais qui se joue au niveau européen, pour le coup. Il faut l'accord de tout le monde. Oui, ce qui mais n'a pas été le cas il y a quelques la jours. France n'a pas montré l'exemple plus que les autres. Ouais. C'est-à-dire que la France ne s'est pas passée de gaz russe dans des temps extrêmement courts. Ça aurait été... Pour le faire, il aurait fallu faire un appel à la population, demandant des efforts à la population, mais c'était aussi sauver l'Europe. Donc il y avait quand même un enjeu très important. On en vient aux législatives. Est-ce que vous souhaitez que les députés écologistes disposent de leur propre groupe après le scrutin, ou est-ce que tout le monde sera dans le même groupe qui sera le groupe NUPS? Alors, pour l'instant, chaque c'est chacun sa chapelle. C'est pas la chapelle, c'est chacun à son groupe et on a un intergroupe, ce qui nous permettra d'avoir des discussions et positions communes. Évidemment que c'est important que chacun ait son groupe parce que la NUPS, ça n'est pas quelque chose dans laquelle on masque les différences. C'est-à-dire que oui, nous avons des différences sur tel ou tel point, il nous faut en discuter et il nous faut aussi garder cette espèce de spécificité qui fait notre force. Parce que la force de la NUPS, c'est précisément que chacun garde sa spécificité. C'est pas un parti unique. En cas de deuxième tour, entre un candidat de la majorité présidentielle et un candidat du Rassemblement national, est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Moi, je l'ai fait à la présidentielle et je redirais qu'il faudra faire barrage au Front National et à l'extrême droite. Ceci dit, aujourd'hui, la question des duos se pose plutôt entre LREM et la NUPS. Et dans ces cas-là, j'invite tout le monde à vraiment se mobiliser pour que cette victoire de Macron à l'élection présidentielle passe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une victoire par défaut et non pas une victoire par soutien. Est-ce que vous seriez affiché comme l'ont fait Daniel Obono, Daniel Simonet et Daniel Obono, avec Jérémy Corbyn, ex-patron du Parti travailliste britannique, qui a été exclu de son groupe parlementaire en raison de son laxisme face à l'antisémitisme? Est-ce que c'était une erreur, cette photo? L'antisémitisme est non seulement un délit, mais c'est en plus un racisme qui structure, c'est un des plus anciens et qui structure notre société. Alors, il a été réintégré par le Parti travailliste. De fait, moi, je l'ai pas invité, mais il a été réintégré et vraiment, on ne peut pas avoir de faiblesse sur l'antisémitisme. Elle vous choque? Vous l'auriez faite, cette photo, vous, ou pas?
De fait, je ne l'ai pas faite. Voilà. Oui, vous esquivez un peu la question. Toujours à propos des législatives, il y a un jeune candidat estampillé NUPS dans l'Aveyron qui a été filmé en train de sniffer ce qui ressemble à de la cocaïne. Lui, il dit qu'il s'agit de Doliprane écrasé. Est-ce qu'il doit rester votre candidat? C'est une vidéo qui date d'il y a plusieurs années. Visiblement, il est revenu sur cette vidéo. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je pense que l'usage des drogues est dangereux pour la santé. Mais ça ne vous choque pas? Bien sûr que si, mais c'était il y a plusieurs années et visiblement, son attitude a changé. Donc il peut rester candidat pour la NUPS. Merci Sandrine Rousseau d'être venue dans Télématin. Merci à vous.